Mesdames et messieurs, bonjour, Jean-Michel Pelat, je suis médecin anesthésiste réanimateur, algologue au CETD du groupe hospitalier mutualiste de Grenoble et je vais aborder, sommairement, le sujet de la neuromodulation invasive dans le traitement des douleurs chroniques et plus particulièrement des algies pelviennes. Je ne traiterai pas de la neuromodulation non invasive utilisée pour les troubles vésico-sphinctériens, anorectaux et certaines douleurs pelviennes, que ce soit la stimulation tens tibiale postérieure ou la stimulation vagale transauriculaire. La neuromodulation est un terme qui est utilisé pour désigner des techniques non invasives ou invasives permettant de moduler les voies de la douleur, en particulier grâce à un courant électrique. L'utilisation de l'électricité à visée ontalgique est une pratique ancestrale puisque déjà, dans l'Égypte ancienne et la Rome antique, les médecins, paraît-il, utilisaient des poissons torpilles pour traiter, par application locale, certaines douleurs, notamment les crises de goutte et les céphalées. De nos jours, les poissons torpilles ont été remplacés par des objets technologiques qui, au fil du temps, se perfectionnent et dont la cible anatomique est variable selon le dispositif utilisé. Sur cette diapositive apparaissent les principales techniques de neuromodulation invasive utilisées de nos jours dans le traitement des douleurs chroniques rebelles. La SCS, ou Spinal Cord Stimulation, c'est-à-dire la stimulation médulaire, consiste à délivrer un courant électrique à proximité des cordons postérieurs de la moelle épinière, et dans la suite de cet exposé, nous détaillerons la mise en place de ce type de dispositif. La SNS, ou Sacral Nerve Stimulation, correspond à la stimulation des racines sacrées, une technique que les urologues connaissent bien et qu'ils pratiquent pour le traitement des troubles fonctionnels vésicaux. La DRGS, ou Dorsal Root Ganglion Stimulation, de développement plus récent, cible quant à elle le ganglion rachidien postérieur. La PNS, ou Peripheral Nerve Stimulation, c'est-à-dire la stimulation nerveuse périphérique, consiste à stimuler les troncs nerveux, et enfin la PNFS, ou Peripheral Nerve Field Stimulation, cible les fibres nerveuses périphériques sous-cutanées. La PNS et la PNFS ne bénéficient pas en France d'une prise en charge par l'assurance maladie. Certains centres utilisent toutefois ces techniques dans le cadre d'un contrat de bon usage, comme cela est notre cas à Grenoble pour la PNFS dans le cadre du traitement de certaines lombalgies à caractère neurogène. La stimulation médulaire est la technique la plus utilisée. La DRGS, qui a été développée plus récemment, est une technique qui se développe dans les centres spécialisés pour certaines indications. Lorsque l'on parle de douleurs chroniques pelviennes, cela englobe les douleurs post-traumatiques, post-chirurgicales et les syndromes douloureux somatiques ou viscéraux. L'innervation de cette région est complexe et implique à la fois le système nerveux sympathique et parasympathique, mais également les nerfs somatiques et les nerfs splanchniques. Les principaux dermatomes impliqués dans les douleurs pelviennes chroniques sont les suivants: T12, L1, L2, S2, S3, S4 et enfin S5. En ce qui concerne la stimulation médulaire, l'électrode est placée en arrière de la moelle épinière, dans l'espace péridural, en regard des cordons postérieurs. Cette technique peut être utilisée pour le traitement des névralgies pudendales, clunéales et des douleurs neuropathiques inguinales réfractaires au traitement classiquement recommandé dans ce type de douleur. Certains auteurs proposent également la stimulation médulaire pour le traitement des proctalgies, mais les données restent limitées dans ce domaine. En ce qui concerne la neuromodulation des racines sacrées, cette technique est avant tout utilisée par les urologues dans le cadre du traitement de l'hyperactivité vésicale, de l'incontinence urinaire par urgenturie ou de la rétention chronique non obstructive. Elle consiste à mettre une électrode au contact des racines sacrées et il y a dans la littérature quelques données qui permettent de penser que cette technique pourrait avoir un intérêt dans le traitement des douleurs pelviennes, vésicales en particulier. Toutefois, à ce jour, les études restent peu nombreuses et cette technique ne peut être préconisée en pratique courante. En revanche, les patients candidats à une implantation sacrée pour traiter les troubles fonctionnels vésicaux peuvent probablement espérer un soulagement de leur douleur vésicale. La DRGS, quant à elle, consiste à positionner une électrode au niveau du foramen intervertébral en regard du ganglion rachidien postérieur au niveau de la racine dorsale. Le champ de stimulation de la DRGS est moins large, davantage ciblé,
en comparaison du champ de stimulation obtenu par une électrode médulaire. Cette technique peut être intéressante dans les algies pelviennes, par exemple en cas de douleur neuropathique inguinale, secondaire à une chirurgie de hernie. Certains auteurs proposent la DRGS, avec comme cible les racines L1 et S2, ceci pour traiter les névralgies pudendales et les douleurs urogénitales, mais les études restent toutefois peu nombreuses. Je vais à présent rentrer dans le détail de la stimulation médulaire, qui est la technique de neuromodulation invasive la plus utilisée pour le traitement des douleurs neuropathiques chroniques. Comme indiqué précédemment, cette technique est parfois utilisée pour soulager des douleurs pudendales ou inguinales rebelles, en particulier d'origine neuropathique. Selon la Haute Autorité de Santé, la stimulation médulaire est recommandée en cas de douleurs chroniques d'origine neuropathique, évoluant depuis au moins 1 an, ceci après échec des autres alternatives thérapeutiques, que l'atteinte soit tronculaire ou radiculaire. Les patients souffrant d'un syndrome douloureux régional complexe peuvent également bénéficier d'une implantation médulaire. Cette technique est par ailleurs proposée pour certaines pathologies vasculaires comme la thrombangite oblitérante. Pour information, en 2019, la SFETD, la Société française d'études et de traitement de la douleur, qui est la société savante de notre discipline, a proposé un arbre décisionnel pour le traitement des douleurs neuropathiques chroniques. La stimulation médulaire est recommandée comme un traitement de 3e ligne après échec des traitements médicamenteux spécifiques et ou des traitements locaux. Les mécanismes d'action de la stimulation médulaire reposent majoritairement sur l'activation du gate control, ou contrôle de la porte, une théorie qui a été décrite en 1965 par Patrick Wald et Ronald Melzack. Il faudra attendre 1967 pour que soit implantée la première électrode de stimulation de la moelle épinière par l'équipe du Dr Clyde Norman Shilley, un neurochirurgien américain. Voici quelques diapositives pour comprendre la théorie du gate control décrite par Wald et Melzack et qui sous-tend les effets antalgiques de la stimulation médulaire. On visualise sur ce schéma les voies de la douleur avec les fibres périphériques A delta et C, lesquelles cheminent dans les nerfs jusqu'à la moelle épinière. À ce niveau, les voies de la douleur décussent, c'est-à-dire qu'elles franchissent la ligne médiane pour se situer contralatéralement et plus en avant au niveau de la moelle épinière. Ces voies vont former les cordons spinothalamiques qui remontent jusqu'au cerveau. Une agression tissulaire entraîne, par l'intermédiaire d'un phénomène de transduction, la formation d'un potentiel d'action, c'est-à-dire d'une activité électrique qui va cheminer le long des voies de la douleur avant d'être intégrée dans les aires de la matrice au niveau cérébral, intégration aboutissant à l'expérience de la douleur. Il faut savoir que les nerfs périphériques contiennent non seulement les fibres véhiculant les informations nociceptives, les fibres de la douleur, mais également des fibres de plus gros calibre, lesquelles transmettent au cerveau les informations sensitives non douloureuses. Anatomiquement, ces fibres nerveuses qui se projettent sur la moelle épinière ne décussent pas à ce niveau, mais forment homolatéralement à ces fibres les cordons postérieurs qui transmettent les informations de la sensibilité non douloureuse au cerveau. Contrairement aux voies de la sensibilité thermoalgique, la décussation de ce système de la sensibilité non douloureuse s'effectue au niveau du tronc cérébral avant sa projection sur les aires corticales. Une stimulation non douloureuse va donc activer ces voies de la sensibilité et permettre l'expérience de la sensation non douloureuse. Au niveau de la corne dorsale de la moelle, il existe des interneurones inhibiteurs, représentés en jaune sur ce schéma, interneurones qui sont activés lorsqu'un potentiel d'action traverse les voies de la sensibilité non douloureuse cordonale postérieure. Ces interneurones inhibiteurs permettent, par une action d'inhibition, de bloquer au niveau médulaire la remontée d'informations nociceptives vers l'encéphale. Ainsi, dans le contexte d'une stimulation douloureuse, une contre-stimulation non douloureuse va entraîner un blocage de la remontée de l'information nociceptive dans les cordons spinothalamiques à l'origine d'un effet antalgique. Lorsque, par exemple, on se cogne le coude, la douleur engendrée est diminuée, voire abolie, par un frottement local, c'est-à-dire par une contre-stimulation. La technique de stimulation médulaire consiste à mettre en place une électrode de stimulation
dans la partie postérieure de l'espace péridural en regard des cordons postérieurs impliqués dans la transmission des informations sensitives du niveau douloureux à soulager. Il s'agit donc d'une technique invasive de contre-stimulation activant le gate control et permettant un effet antalgique qui peut être très puissant sur les douleurs neurologiques ou le SDRC. En ce qui concerne le positionnement de l'électrode, plus la cible de stimulation est caudale, plus important sera le décalage entre le niveau vertébral et le niveau métamérique à stimuler. Pour le dire autrement, la moelle étant plus courte que le rachis dans son ensemble, il y a un décalage entre le niveau métamérique visé au niveau de la moelle épinière et le niveau vertébral concerné. Par exemple, pour une stimulation du cône terminal de la moelle épinière, dans le cadre d'une névralgie pudendale, l'électrode sera positionnée dans la région de T12. Le positionnement doit bien sûr tenir compte des données de l'IRM réalisées systématiquement en préopératoire et qui nous permet de repérer précisément la position du cône terminal, lequel se situe en général à hauteur de T12L1. Sur cette diapositive est représentée une vertèbre lombaire en coupe transversale. On peut observer la queue de cheval au niveau de l'espace intratécal, lequel est entouré de l'arachnoïde et de la dure mère. Lors d'une stimulation médulaire, l'électrode est placée au niveau de l'espace péridural qui se situe autour de ces méninges, espace qui apparaît en jaune sur ce schéma. Le patient est installé en décubitus ventral en veillant à arrondir le rachis pour faciliter l'accès à l'espace péridural. Une sédation est réalisée pour améliorer au maximum le confort opératoire. Avant de débuter l'intervention, grâce à l'appareil de radioscopie, l'opérateur effectue le repérage de la zone médulaire cible, qui est variable en fonction du site douloureux, que l'on souhaite soulager par la stimulation médulaire. Cette intervention nécessite 2 incisions de quelques centimètres, la première en regard des vertèbres lombaires, la seconde au niveau de la partie haute de la fesse, à droite ou à gauche, et le geste se déroule dans des conditions d'asepsie chirurgicale strictes, étant donné le risque d'infection post-opératoire, qui est relativement important pour ce type de technique. On effectue donc une incision en regard du niveau vertébral que l'on souhaite utiliser pour monter l'électrode, et on ponctionne avec une aiguille, dite aiguille de Thioy, l'espace péridural que l'on repère grâce à la technique du piston liquidien. La technique du piston liquidien consiste à avancer l'aiguille entre 2 vertèbres en direction de l'espace péridural, tout en appliquant sur le piston d'une seringue remplie de sérum salé et reliée à l'aiguille une certaine pression. Lors du passage de l'aiguille dans l'espace péridural, l'opérateur ressent une très franche perte de résistance, et cette ponction est très prudente pour limiter au maximum le risque de brèche méningée. Une fois l'espace péridural repéré, le piston liquidien est retiré et une électrode octopolaire, c'est-à-dire avec 8 plots de stimulation, est introduite dans l'aiguille. L'électrode est alors positionnée en regard du segment de moelle épinière correspondant au niveau métamérique de la douleur. Cette montée d'électrode est réalisée sous contrôle radioscopique. Voici, par exemple, la séquence radioscopique enregistrée pour l'une de mes patientes. Il s'agit d'une vue postérieure. On peut voir sur cette séquence l'extrémité de l'aiguille de Thioy. On observe ensuite la montée d'électrode qui se fait très facilement dans la partie postérieure de l'espace péridural. Il faut savoir que l'électrode est équipée d'un très fin guide métallique recourbé à son extrémité, permettant par des mouvements de rotation de diriger la partie distale de l'électrode vers la droite ou vers la gauche. Une fois que l'électrode est en place, c'est-à-dire en regard de la cible médulaire, alors on la raccorde à une batterie externe, stérile, et un technicien va, à distance, prendre le contrôle de cette batterie et de l'électrode à l'aide d'une tablette. Le technicien polarise une partie ou la totalité des plots de l'électrode et déclenche une stimulation d'intensité progressivement croissante. À partir d'un certain seuil de stimulation, le patient va ressentir des paresthésies que l'on nomme bienveillantes et qui sont générées par le système de stimulation. Si l'électrode est bien placée, ces paresthésies bienveillantes se localisent dans la région douloureuse et il faut absolument qu'au moins 80% du territoire douloureux soit recouvert par la stimulation. Si ce n'est pas le cas, on modifie la polarité des électrodes pour faire varier la topographie des paresthésies bienveillantes et, si nécessaire, on déplace l'électrode dans le canal vertébral.
On va ensuite fixer l'électrode au plan profond dans la loge vertébrale, ceci à l'aide de fils non résorbables et d'une pièce de fixation que l'on enfile sur l'électrode. Une incision au niveau de la partie haute de la fesse, à droite ou à gauche, selon les préférences du patient, est réalisée et l'électrode est tunnélisée de la loge vertébrale vers la loge fessière. On met ensuite en place une extension de l'électrode que l'on raccorde à celle-ci et que l'on tunnélise vers le haut sur 20 cm environ. À l'extrémité de cette extension d'électrode, on branche la batterie externe utilisée lors du test. À la fin de l'intervention, après la fermeture des plans sous-cutanés et cutanés, chaque cicatrice est protégée par un pansement, dont l'un contient la batterie externe de stimulation. On remet ensuite au patient une télécommande qui permet d'activer cette batterie et de stimuler la zone douloureuse. Avec cette télécommande, le patient peut activer ou désactiver la batterie, mais également diminuer ou augmenter l'intensité de stimulation. D'autre part, nous pouvons mettre en place plusieurs programmes différents de stimulation que le patient pourra choisir avec sa télécommande. Le lendemain de l'intervention, il va retourner à domicile pour effectuer le test préimplantatoire, ceci pendant une semaine environ, avant d'être de nouveau hospitalisé pour la réalisation du deuxième temps. Le médecin va alors évaluer l'efficacité de la stimulation en quantifiant, grâce au retour du patient, le pourcentage de soulagement, mais aussi la tolérance aux paresthésies bienveillantes, ainsi que l'intensité nécessaire pour stimuler la zone douloureuse. Si la tolérance de la stimulation est correcte et que le patient rapporte un soulagement au moins égal à 50%, alors la réalisation du deuxième temps implantatoire est validée. En fonction de divers critères recueillis à la fin de la phase test, le médecin décide de l'implantation d'un stimulateur non rechargeable ou rechargeable. Cette décision tient compte des intensités de stimulation, du nombre de plots activés pour permettre de stimuler la zone douloureuse et du type de programme utilisé plus ou moins consommateur d'électricité. Le geste se déroule bien sûr au bloc opératoire. On va alors retirer le pansement qui recouvre la sortie de l'extension branchée à la batterie, ainsi que le pansement de l'incision fessière. On retire la batterie externe et l'opérateur va réinciser la cicatrice fessière pour placer dans la loge le générateur de stimulation définitif, rechargeable ou non rechargeable. À la fin de l'intervention, chaque cicatrice est protégée par un pansement stérile. Dès le post-opératoire, le patient peut de nouveau stimuler en activant le générateur sous-cutané grâce à sa télécommande, permettant de retrouver le ressenti de stimulation dans le territoire douloureux. Pour les patients équipés d'un stimulateur rechargeable, la charge est très simple à mettre en place. Il suffit de poser la palette du chargeur, maintenue à l'aide d'une ceinture, en regard du générateur sous-cutané. Il faut compter environ 1h30 en moyenne pour finaliser la charge du dispositif. Après l'implantation, si nécessaire, il est bien sûr possible, grâce à la tablette, de reprogrammer le dispositif afin d'ajuster le plus précisément possible la stimulation à la topographie de la douleur, mais aussi de tester d'autres modalités de neuromodulation médulaire, comme par exemple la stimulation haute densité. Pour conclure, retenons que plusieurs techniques de neuromodulation sont susceptibles d'être proposées pour le traitement des douleurs pelviennes rebelles. Il existe cependant, pour l'instant, peu de travaux ayant évalué ces techniques pour ce type de douleur, mais il existe sans doute pour ces techniques, d'après les données scientifiques actuelles, une place dans l'arsenal thérapeutique, en particulier en cas de composante neuropathique. Je vous remercie pour votre attention.